Bonjour à tous et bienvenue à RJTV, bienvenue dans votre émission que vous aimez, votre émission préférée, Conversation 2.0. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je sais. Je suis de retour, je crois que vous êtes vraiment contents là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes de retour, nous vous apportons encore deux sujets pertinents, deux sujets tabous, des sujets auxquels on doit discuter parce que c'est quand même Conversation 2.0. Hein. Alors pour ce soir, déjà, avant de commencer, je vous demande de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez à quelqu'un certainement. Ce soir, cette personne-là sera bénie ou pas édifiée et surtout édifiée. Pour ce soir, nous allons parler d'un sujet, un sujet vraiment tabou, un sujet sensible. Alors, il s'agit d'une maladie héréditaire qui touche le globule rouge, si je peux dire une maladie de sang. Alors nous parlons de la drépanocytose. Je suis avec mon invité ensemble, nous allons parler de ces sujets, nous allons parler de son histoire et je crois que quelqu'un à la maison va peut-être se retrouver ou aura peut-être une idée de quoi cette maladie est. Alors bonsoir maman Yacine. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci, Dieu fait grâce. Alors c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, le plateau de RJTV dans cette émission de Conversation 2.0 où nous parlons de sujets tabous. Déjà merci pour vous d'accepter cette invitation. Merci d'avoir dit oui parce que je crois certainement il y aura de gens qui auraient pu dire non. Surtout c'est un sujet très délicat. Merci à vous. Mais avant que nous puissions aller très loin, j'aimerais quand même que vous puissiez vous introduire à ce grand public qui va nous suivre, peut savoir un peu qui est maman Yacine. Alors, bonjour, moi je m'appelle Yasmine, je suis servante de Dieu, je suis maman d'une petite fille et je pense que c'est ça, hein, je suis social worker de formation, donc assistante sociale et donc je pense que c'est bon, j'ai tout dit. Alors, merci d'être là ce soir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, nous sommes en train de parler d'un sujet, la drépanocytose. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre, disons, le mot globule S. Alors, en départant de votre histoire, de votre expérience, de ce que vous en savez, nous allons essayer d'en discuter. Déjà, pour commencer, une personne qui est en train de nous suivre se demande c'est quoi la drépanocytose. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire c'est quoi? Ok, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire génétique et cette maladie, c'est causée par l'anomalie du globule rouge. C'est-à-dire que quand le globule rouge est formé, il faut d'abord signaler que le globule rouge, c'est cette cellule qui transporte l'oxygène dans le corps. Alors, cette cellule-là, pour une personne qui atteint de la drépanocytose, c'est quelque chose qui est formé avec anomalie. Et c'est ce qui cause la drépanocytose, en fait. Ok, la cellule qui est formée avec l'anomalie qui cause la drépanocytose. Alors, quand une personne qui est atteinte de la drépanocytose? Ok, la drépanocytose, premièrement, pour reconnaître si la personne en a, il faut faire des tests d'électrophorèse. Okay. Souvent, ici aux États-Unis, les gens font ça dès la naissance. Donc, du coup, à l'hôpital, avant même qu'un enfant puisse être libéré de l'hôpital, ils font déjà ces tests pour savoir si la personne, si le bébé a la drépanocytose. Et puis, la drépanocytose est beaucoup plus caractérisée par les douleurs au niveau du corps, au niveau des os, et beaucoup plus par des complications qu'on appelle des crises. Donc, c'est ça qui caractérise la drépanocytose. Alors, les difficultés, une personne qui vit et puis qui est atteinte de cette maladie, quelles sont les difficultés de réalité attachées à cette maladie-là? Oh, en tout cas, il y a beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés. Parlons de mon expérience personnelle. J'ai rencontré des difficultés au niveau de la santé parce que quand l'oxygène ne traverse pas le corps tel qu'il se doit, tu fais des crises et des crises, ce sont des crises de douleur qui se font au niveau des os et du coup tu as mal. Quand tu as mal, tu es en période de crise qui peut faire peut-être quelques jours, ça varie d'une personne à l'autre. Et quand tu as ces crises-là, du coup tu ne peux pas aller à l'école si tu es élève. Donc tu ne peux pas aller au travail si tu travailles et puis vraiment tu es vraiment limité quoi. Tu es limité et ça doit comment. Des fois, tu te retrouves aussi à l'hôpital dans le sens où
tu dois être admis à l'hôpital pour gérer la crise. Donc, du coup, ce sont des réalités qui sont vraiment, vraiment compliquées pour les personnes vivant avec la drépanocytose. Alors, comparer ton expérience vivant ici aux États-Unis et ton expérience quand tu vivais au Congo, je peux dire que tu as eu plus de chance par rapport aux crises que tu es en train de lever là, d'être canalisé beaucoup plus ici que quand tu étais en Afrique, ton expérience, selon ton expérience. Bon, selon mon expérience, je pense qu'au Congo, j'avais quand même une période de turbulence. Après, ça s'était quand même calmé. Donc, turbulence dans le sens que quand j'ai grandissé, 8 ans, 9 ans, j'avais beaucoup plus de crises. Et à un moment, là, ça s'était calmé. Et venant ici aux États-Unis, ça a juste repris, quoi. Parce que je pense qu'il y avait des facteurs qui avaient fait que les crises reprennent, tels que les climats, par exemple, la nourriture, le mode de vie d'ici avait fait que je me retrouve beaucoup plus dans des crises que quand j'étais en Afrique. Je pense que pour moi, Donc, tu c'était as eu beaucoup plus de crises ici que quand tu étais en Afrique. Oui, j'ai eu beaucoup plus de crises ici quand j'étais en Afrique. Parce qu'ici, quand c'est l'été, il fait très chaud. Donc, du coup, ça m'affecte. Et quand il fait aussi très froid en hiver, ça m'affecte. Donc, le mode de vie ici, vous voyez ici, c'est les gens courent, courent de, comme on dit, busy, quoi. Les gens sont busy et le stress, c'est aussi un des facteurs qui cause la crise. Donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de crises ici que quand j'étais en Afrique. Okay. Yeah. Alors, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler de vous introduire, vous avez dit que vous êtes maman. Je peux dire, porteuse de l'hémoglobine S, qui tombe enceinte et qui a un enfant. Alors, déjà, on sait savoir que ces gens-là, leur peur majeure, c'est de tomber enceinte et puis avoir des enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire, votre expérience, surtout quand vous avez eu à avoir votre enfant? Au fait, c'était pas du tout facile parce que ici, déjà aux États-Unis, quand j'ai appris à mon médecin que j'étais enceinte, on m'a directement mis dans le programme de haut risque. Donc, c'est-à-dire, j'avais des spécialistes qui me suivaient de près. Donc, j'étais à l'hôpital presque chaque 2 semaines avec des spécialistes qui devaient se rassurer que j'allais bien et que mon enfant allait bien. Du coup, comme je viens de dire, ma grossesse était qualifiée haut risque. Mais je pense que la prise en charge ici, c'est vraiment ce qui m'a aidée aussi parce que la prise en charge était vraiment bonne. Bien sûr qu'il y avait la peur, mais parlant de mon expérience, j'ai bien passé ma grossesse en tout cas. Je n'ai pas tellement eu de complications jusqu'à ce que j'étais à 8 mois de grossesse. C'est là maintenant que les crises étaient vraiment fréquentes, c'est-à-dire que je pouvais être à la maison 2 jours et puis je rentre à l'hôpital, je sors pour 2 jours, je rentre encore. Et c'était de va-et-vient. Et alors, comme ma grossesse était déjà presque à terme, mon médecin avait décidé que je puisse carrément accoucher et on avait provoqué l'accouchement. Par rapport aux crises, est-ce qu'il y a de moyens préventifs qui peuvent faire en sorte à ce qu'on puisse éviter de crises, surtout pour dire fréquentes, de crises qui se répètent souvent? Oui, il y a des moyens préventifs, oui, pour réduire le nombre de crises. Premièrement, je veux d'abord parler de l'environnement, c'est-à-dire qu'une personne qui est comme par exemple moi, ce que je fais est que quand il fait froid, je m'habille de la sorte que je ne puisse pas avoir très froid. Parce que quand j'ai très froid, du coup, j'ai mal aux os et ça déclenche une crise. Et quand j'ai très chaud, la même chose. Et il faut aussi éviter des choses comme des stress. Quand il y a beaucoup de stress, quand il y a beaucoup d'émotions, ce sont des choses qui font à ce que les crises soient fréquentes, quoi. L'alimentation aussi, on conseille souvent de boire aussi beaucoup d'eau parce que ça facilite la circulation de l'oxygène dans le corps, ce qui fait que ça va aussi éviter à ce que les crises soient fréquentes. Et aussi, il y a aussi le médecin. Donc, il faut toujours avoir un médecin qui vous suit de près, qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je tiens aussi à signaler que le même mode de vie n'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est que ce qui peut m'aider personnellement peut ne pas aider la personne, oui, qui est à côté de moi. That's why c'est vraiment important d'avoir toujours un médecin qui vous suit de près.
Oui. Ok. Alors moi, personnellement, je tiens déjà à signaler, nous sommes ici avec maman Yasmine, nous sommes en train de parler de la drépanocytose, maladie héréditaire, euh, je peux dire maladie de sang, donc la maladie héréditaire qui touche le globule rouge. Alors déjà, ça c'est selon moi. Moi, je pense que de parents qui ont des enfants malades, qui ont des enfants atteints, ce sont des parents égoïstes. En tout cas, excusez-moi le terme. Je dis ça surtout pour le parent qui connaissent, en fait. Déjà, dès le départ, ils savent et ils s'embarquent dans cette journée-là. Ce sont des parents égoïstes. Qu'ils me pardonnent. Hein, mais je veux quand même être vraiment franche. Déjà, pour vous, je veux dire, de moyens de prévention pour ne pas avoir des enfants malades. Personnellement, hein, je sais une parenthèse, mais dites-nous quand même ces moyens-là de prévention. Bon, pour éviter d'avoir des enfants qui sont malades, moi je dirais que la personne doit d'abord se connaître. C'est-à-dire, avant même que tu te mettes en relation avec une personne, tu dois d'abord te connaître toi-même. Quel est mon groupe sanguin? Du coup, quand tu connais déjà ton groupe sanguin ton électrophorèse, pardon, et quand la personne vient et te demande d'être en couple, du coup, si tu sais par exemple que, ok, moi je suis AA, c'est-à-dire que toute personne qui vient, je peux comment? Entamer une relation avec toute personne qui vient. Mais quand tu sais que tu es AS, par exemple, donc du coup, tu ne peux pas juste te mettre avec n'importe qui. Du coup, quand la personne se présente, tu dois d'abord demander, hey, avant qu'on puisse aller loin dans cette relation, va d'abord faire ton test d'électrophorèse et puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ça, pour moi, c'est vraiment une moyen de prévention. Je ne peux pas dire que si vous retrouvez AS ou bien SSSS, mariez-vous et dites-vous que vous n'allez pas avoir des enfants. C'est vraiment faux, en fait. C'est vraiment faux, quoi. Dans tout règle, il y a toujours les exceptions. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, je vais quand même essayer de parler de moi-même. On dit bien de sujets, on parle de sujets tabous. Exactement. Alors, je veux quand même essayer de raconter mon histoire. Moi, je suis porteuse de ces traits de drépanocytaire. Donc, AS. Voilà, je suis AS. Donc, du coup, en grandissant, je le savais déjà. Et c'était un truc, genre un stress qui était mis dans ma tête. Non, je te dis, qui était mis dans ma tête. Et je me disais, OK, quand je veux me marier, il faudrait que je me marie avec un homme qui est AA. Pour éviter avoir des enfants malades, pour éviter X, Y, Z. Exactement. Donc déjà, dans une relation, quand il faut que tu te mettes avec quelqu'un, tu commences à dire à la personne, hey, tu dois aller te faire examiner. Attends, ce sont de red flags. Bon, ce ne sont pas les red flags, mais moi, je préfère ça que d'avoir une rupture dans une relation qui a peut-être fait 2 ans ou bien dans un fiançailles, tu vois un peu. Je préfère vraiment que, dès les débuts, que les choses soient claires. Mon exemple, par exemple, j'ai ma fille. Ma fille, elle a maintenant 12 ans. Mais quand elle a grandi, elle avait, je pense, 8 ans, 9 ans, elle avait constaté que maman est toujours malade, maman est toujours à l'hôpital, tu vois. Elle commençait à poser des questions. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je vis qu'elle commençait à grandir, je lui ai fait asseoir, j'ai vraiment dessiné AS, SS dans un papier, et puis j'expliquais vraiment, tu vois, toi, tu es ça, moi et ton père, on est ça. Du coup, quand tu vas grandir, toi, tu es ça. Du coup, quand tu vas grandir, quand une personne vient, il te dit qu'il est ça, du coup, il faut barrer. Quand il vient, il te dit, il est ça, du coup, il faut barrer. Mais quand il te dit, je suis ça, oui, tu vois un peu. Imagine le stress. Elle a 12 ans, mais elle sait déjà. Au fait, moi, je ne pense pas que c'est le stress, mais c'est une façon de prévenir, quoi. De prévenir parce qu'elle a toujours ça derrière sa tête, même si aujourd'hui elle grandissait et qu'elle devait aller dans une relation, elle sait déjà parce qu'elle a vu sa mère comment elle souffre. Du coup, elle ne voudra pas avoir des bébés qui souffrent. Quand je dis c'est stressant, c'est parce que quand je disais tout à l'heure, quand je dis c'est stressant par rapport à moi, je me suis mis dans une relation, je crois, 1 ou 2 semaines juste après la relation. J'ai dit à mon homme, tiens, écoute, tu sais, tu dois aller te faire examiner. Il s'est dit, ah, me faire examiner, c'est quoi ça? Moi, j'ai dit oui. Regarde, moi, je suis AS et si c'est une relation vraiment sérieuse que tu tiens vraiment à avoir avec moi, il faudrait que tu ailles te faire examiner. Et lui qui me dit, non, tu vois, moi, on sait que je sache, nous, on n'est jamais tombé malade chez nous. Tokola, on est bien, nos parents n'ont jamais parlé de ça. Moi, j'ai dit, attends, c'est pas parce que Bokola Bobé l'a raté, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé à tout moment que toi, tu penses que non, osa bien, osa mal, tu vas te faire soigner. Il dit, une relation,
qui vient à peine de commencer, 1 ou 2 semaines, tu me demandes ça. En fait, pour moi, c'était vraiment majeur. Il faudrait que je sache, avant que je ne puisse me donner corps et âme, je dois savoir c'est quoi ton état d'électrophorèse. Ok, tu aurais préféré savoir peut-être, si c'était pas lui, s'il était par exemple AS comme toi, aurais-tu préféré savoir déjà, vous êtes déjà avancé dans la relation, tu vois? Donc je sais que ça stresse, mais c'est important. Je ne peux pas souhaiter. Exactement. Alors, il est parti se faire examiner 2 semaines. Dieu merci, pour moi, c'était un monsieur tellement gentil. Exactement. 2 semaines, il est parti se faire examiner. Et en réalité, quand on attendait le résultat de son test de l'électrophorèse, c'est comme si dans le Congo, on a osé l'examen d'État. Mais je te dis, c'est un résultat à dévelotter. Résultat à dévelotter, résultat à examen d'État. Donc, genre que soit ça passe, soit ça casse. Je vous dis, c'était de prière. Je me disais, Seigneur, pardon. Si je trouve grâce devant tes yeux, Seigneur, pardon. Et quand les résultats sont sortis, ces jours-là, j'avais l'impression comme si donc j'ai gagné à la loto, quoi. Donc, j'ai réussi mon diplôme, j'ai gagné à la loto. Parce que je ne pouvais pas parler à mes parents leur disant que non, il y a un homme qui est intéressé et tout, sans pourtant leur dire en même temps qu'il est AA. Exactement. AS. Ça, c'est vraiment mon père, il est vraiment derrière nous. Genre que na fimbu il faut boyer dans toi tu es AA ou tu es AS. Mais c'est un papa responsable, c'est normal. Non, c'est par expérience. Moi, je vis la grâce de Dieu, si je peux le dire comme ça. Amen. Parce que mon père est AS, ma mère était AS, paix à son âme, et ils ont eu 4 enfants, et nous 4, on est des AS. Quelle grâce! C'est vraiment une grâce, tu sais. Waouh! Donc, je sais que dans ces croisements-là, il y a 25% qui sont 2 enfants normaux, et puis il y a 25% qui sont de porteurs de traits, et puis il y a 50% qui sont malades. Tu t'imagines? Mais nous, on n'a ni 25%, on n'a ni 25%, on n'a ni 50%, on a 100% des enfants que je peux dire malheureusement un tout petit peu qui portent de traits. Je pense que le trait, c'est mieux que d'avoir vraiment l'anémie SS. Tu vois, je pense que maintenant, là, moi, j'envie même ceux qui ont les ES, AS, parce que je me dis, vivre avec la drépanocytose, c'est vraiment pas facile. Chaque jour, tu es rappelé au fait. Tu es rappelé par toi-même. D'abord, ton corps te rappelle, et puis par la vie, les circonstances, ton environnement te rappelle que tu es atteint d'une drépanocytose. C'est vraiment pas facile, quoi. Moi-même, je préfère ça que, être AS. Même ceux-là que tu préfères, il y a des moments où ça nous arrive à nous aussi de passer dans, comme par exemple le froid. Quand il fait froid, tu as froid et tu as extrêmement froid. Donc, comparé aux autres, toi, vraiment, le froid, et il y a aussi cette anémie-là que les gens de AS qui font. Tu as toujours tendance, comme moi, par exemple, à chaque fois quand je pars à l'hôpital, déjà, ils me disent que mon hémoglobine est bas et tout ça là. Je sais déjà, je leur dis, I know. Mais quand ils te demandent de prendre le fer, c'est pas comparé à quelqu'un qui fait de crise, qui doit être à chaque fois à l'hôpital, prendre des médicaments. Mais tu sais quand même, prendre le fer, il y a aussi des conséquences quand tu en prends de trop. Exactement. Déjà, tu as des constipations et tout ça là. Donc, c'est quelque chose qui n'est toujours pas bien. Même si tu es AS, vraiment, qui n'est toujours pas bien, mais c'est encore mieux que quelqu'un qui est malade. Alors moi, j'aimerais quand même que sur ces points-là, pardon, que tu regardes la caméra, Beta CT insiste aux jeunes couples qui cherchent à se marier, de chercher à savoir leur électrophorèse. En tout cas, jeunes couples, je sais que l'amour, c'est beau. L'amour, ça fait rêver. Mais ce n'est pas intéressant d'avoir des enfants malades. J'ai vu mes parents, comment ils ont souffert avec moi, dans des moments de crise, dans des moments où j'étais à l'hôpital. Alors, ce n'était pas du tout intéressant. Et du coup, c'est quel parent, au fait, qui veut voir son enfant souffrir? Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, comment une crise
venez me voir, je vais vous montrer comment ça fait. Donc, ça fait très mal au fait. Mais un parent, une maman, un papa qui doit voir son bébé, son enfant souffrir, ou même peut-être enterrer son enfant, c'est vraiment pas intéressant et ça ne vaut pas la peine. Alors, je conseillerais vraiment, avant de chercher à entrer dans une relation, cherche d'abord à te connaître toi-même. Quelle est ton électrophorèse? Et du coup, même quand tu seras dans une relation, tu pourras aussi demander à l'autre d'aller le faire, sachant que tu connais déjà ce que toi tu es au fait. C'est très important. Et pas seulement je veux parler aux jeunes couples, mais je veux aussi parler aux pasteurs qui nous bénissent, les samedis, une belle robe, tout ça. S'il vous plaît, envoyez vos fidèles aller euh, se faire tester. Parce que c'est vraiment pas intéressant d'avoir des enfants qui sont malades. En fait, c'est juste ça mon message. Ok, merci beaucoup. Alors, quand vous avez parlé de prévention de crise, vous avez plus insisté sur ici par rapport au froid. Mais parlons de prévention de ces crises-là au Congo, en Afrique, où il ne fait pas aussi froid qu'ici. Comment est-ce qu'une personne ou un parent qui a un enfant malade qui peut essayer de prévenir ces crises-là? Au fait, moi, quand j'étais au Congo, il y avait des choses que mes parents ne me laissaient pas faire parce que je savais aussi moi-même, si je fais ça, je vais tomber dans une crise et on va m'engueuler d'abord avant de me soigner. On va me dire, tu n'entends pas. Au fait, pour moi, c'est si en Afrique, par exemple, je sais qu'en Afrique, il ne fait pas froid, mais il fait aussi chaud. Il faut dire en Afrique, il fait très chaud. Donc, du coup, quand les températures sont vraiment chaudes, évitez d'exposer l'enfant, dehors, là où il fait très, très froid. Et puis, il faut surtout l'alimentation. Je sais qu'en Afrique, ce n'est pas comme ici, côté alimentation. Surtout, veiller sur l'alimentation de l'enfant, faire à ce qu'elle ait une nourriture balancée, une nutrition vraiment balancée avec tout ce qu'il faut comme nutrients, comme on dit, tout ce qu'il faut comme vitamines, les nutriments. Oui, c'est vraiment important. Et puis, avoir un médecin qui vous suit de près, qui suit votre enfant de près, c'est aussi quelque chose qui aide. Et puis, il y a les médicaments. Comme moi, par exemple, j'ai pris l'acide folique et jusqu'à présent, je continue d'en prendre. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à prendre ça. Sûrement quand j'avais peut-être 2 ou 3 ans. Donc, j'en prends toujours. Et à un moment, là, je prenais les antibiotiques parce que les infections aussi sont des grands facteurs qui font à ce que, comme moi, par exemple, quand j'ai une infection, directement, ça me déclenche une crise. Donc, du coup, j'étais toujours sous les antibiotiques. Donc, pour là, il faut bien sûr voir un médecin. Mais je pense que les parents doivent juste veiller sur les enfants. Comme au Congo, peut-être, par exemple, je ne partais pas nager, je ne faisais pas l'éducation physique à l'école, je ne faisais pas des fortes activités, je ne marchais pas des longues distances quand il faisait chaud. Donc, toutes ces choses-là m'aidaient. Et puis, il faut dire aussi la fatigue. Il faut savoir écouter son corps. Quand j'étais fatiguée, je devais m'arrêter. Parce que si je n'arrête pas, je fonce. Ça déclenche aussi une crise. Du coup, il faut savoir écouter son corps, savoir se reposer quand vous êtes fatigué. Donc, des petits trucs là, des fois, on voit comme si ce n'est pas tellement important, mais ça joue vraiment un grand rôle, quoi. Pour moi, c'est fait ça que je Essaye de nous donner un peu, une image à quoi ressemble une crise drépanocytaire. Ok, une crise, au fait, ça touche certains membres du corps, c'est-à-dire ça peut toucher les articulations, comme moi par exemple, c'est beaucoup plus les épaules, les mains et puis les genoux. Donc les articulations se font mal et puis il y a le dos qui fait mal. Donc au fait, ce sont les os. C'est comme si on prenait un marteau, un gros marteau, on te tapait sur le même endroit over and over and over. Et maintenant, dans tout le corps, tous les endroits dont j'ai cité en même temps. Et c'est vraiment intense. Du coup, quand tu as ça, tu ne peux même pas penser à autre chose. Tu ne penses qu'à la douleur que tu as. Donc, si je peux décrire, c'est vraiment ça au fait. Pour moi, c'est juste ça. Yeah. Au Congo, plus précisément, parce que c'est de là que nous venons, au Congo, les gens ont toujours tendance à se moquer de personnes SS, si je peux dire comme ça. Comment est-ce qu'une personne peut vivre avec, comment est-ce qu'une personne peut vivre avec le fait que
he's being bullied par des amis, je ne sais pas moi, il y a même de parents et tout, consorts et autres. Comment est-ce qu'une personne peut vivre avec? Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment un moral fort pour vivre avec. Et puis surtout, savoir que tu n'as rien fait de mal pour être, pour être atteint de la drépanocytose. Il faut juste avoir un moral fort, savoir que ce n'était pas ta faute et ce n'est pas une fatalité au fait. Que juste avoir un moral fort, n'est pas vraiment laisser ce que les gens te disent t'atteindre, quoi. Et c'est pas bien, en fait. Donc, déjà de cette conversation, moi, ce que je peux retenir déjà, une personne atteinte de la drépanocytose n'est pas mourant, de un, parce que vous en êtes la preuve. Et vous avez aussi un enfant, c'est pas parce qu'une personne est SS qui doit se dire que voilà, moi je suis SS, je veux essayer de m'asseoir sur mon sort, que les gens puissent avoir pitié de moi et que je ne... Donc, la personne peut se marier, peut avoir deux enfants et peut aussi avoir une longue vie. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui ont deux enfants porteurs de la drépanocytose? Bon, moi, je peux leur dire que, au fait, ce n'est pas une fatalité. Comme on vient de dire, ce n'est vraiment pas une fatalité. Je me rappelle quand j'étais jeune, on me disait que l'espérance de vie, c'était 18 ans. Et maintenant, là, dans les statistiques, c'est 52 ans. Du coup, la science a évolué. Alors moi, je me dis, avec la science qui a évolué, ce n'est vraiment pas du tout une fatalité. Et puis, je veux aussi dire que un enfant qui a la drépanocytose, oui, il y a des moments où l'enfant va avoir ses crises, mais l'enfant doit vivre sa vie normalement. C'est là comme moi, par exemple, je suis maman, j'ai un diplôme de master, donc du coup, je n'ai pas laissé baisser les bras parce que j'ai une maladie. Si vous avez un enfant qui a une maladie, c'est bien de savoir que oui, l'enfant, tu as une maladie, mais cela ne peut pas t'empêcher à vivre ta vie normalement. Quand tu as une crise, on va dealer avec, mais après, lève-toi, la vie continue. Donc, du coup, ils peuvent être traités comme d'autres enfants, c'est-à-dire aller à l'école, s'il faut aller travailler, bosser, être de bosseur, n'est pas juste baisser les bras, attendre la mort. Non, il y a une vie qui doit se vivre. Ok, je tiens à signaler que nous sommes en train d'arriver petit à petit vers la fin de notre entretien ici avec maman Yasmine, avec qui nous discutons sur la drépanocytose, la maladie héréditaire du sang. Alors déjà, pour ne pas finir sans pourtant poser cette question, est-ce que ça s'est guéri? Est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose? Bon, je veux dire, avec la science, oui. Maintenant, avec l'évolution de la science, ce qu'ils font, par exemple, s'il y a un enfant qui a la drépanocytose, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire le... en français, c'est vrai, ils vont faire greffage, le greffage. Voilà. Ils vont faire le greffage de la moelle osseuse. C'est-à-dire, la moelle osseuse, c'est là où le globule rouge provient. C'est forme. Donc, oui, c'est forme. Du coup, on va faire le greffage, c'est-à-dire... Si tu as un frère, par exemple, ton petit frère qui n'a pas l'anémie SS, on peut l'utiliser comme donneur. On va prendre sa moelle osseuse et puis on va te greffer, c'est-à-dire on va te mettre ça. On va te mettre sa moelle osseuse. Et c'est toute une procédure, mais il y a des cas où ça réussit, ça marchait et les personnes n'étaient plus SS, mais ils sont devenus AS. Okay. Donc, ce qui est vraiment mieux. Et puis, très, très récemment, ici aux États-Unis, il y a aussi un autre traitement, c'est-à-dire, au lieu de chercher un donneur, on prend juste ta moelle osseuse, comme par exemple moi. On va prendre ma moelle osseuse, on va aller travailler ça dans un laboratoire, et puis on va me remettre ça dans le corps. Et ça va produire maintenant les globules qui sont quand même viables, qui ne sont pas porteurs, qui n'ont pas l'anémie SS, quoi. Et du coup, je quitte SS, je deviens AS. Donc, du coup, ça promet vraiment, la science, ça promet. Et je me dis peut-être d'ici 10 à 20 ans encore, il y aura encore d'autres évolutions, quoi. Mais ça promet quand même. Il y a de taux de mortalité, c'est élevé ou entre les deux, lequel est un peu moins agressif et qui aussi... qui promet plus?
Bon, ce qui promet plus, je pense, c'est le premier. Parce que le premier, ça s'est fait déjà, il y a déjà pas mal de temps que ça s'est fait, où on prend ton frère ou ta soeur, on l'utilise comme donneur. Du coup, ça s'est fait. Puis les taux des succès, c'est quand même élevé parce que ça s'est fait souvent quand un enfant est un peu plus jeune. Et c'est là qu'il y a vraiment de taux de succès. Et l'autre dont je viens de parler, dont vous n'avez pas besoin de donneur, là, c'est vraiment, vraiment récent. C'est encore on est trial phase, comme on est en train de dire, dans l'essai, phase d'essai. Donc, du coup, ce n'est pas tellement, les gens n'utilisent pas tellement, quoi. C'est vraiment récent et on ne sait vraiment pas encore voir si c'est vraiment une réussite ou alors si ça ne marche, si ça ne va pas marcher. On ne sait pas encore voir ça. Ok. Alors, quel conseil vous pouvez donner à une personne porteur de cette maladie, une personne SS? Bon, si je dois donner un conseil, je vais juste dire que si vous êtes là d'abord, c'est parce que vous êtes une battante et ce n'est vraiment pas facile, mais aussi ne pas surtout baisser le bras. Ne pas baisser le bras et la vie vraiment, elle vaut être vécue. C'est-à-dire, si vous avez des choses à faire, il faut le faire et pas juste s'apitoyer sur son propre sort, dire que je suis SS et ma vie s'arrête. Non, la vie continue et je sais que ça va aller, quoi. C'est ce que ça va, je sais que ça va aller, juste tenir bon et être fort. C'est ce que je peux dire. Et surtout, chercher s'il y a des gens dont vous connaissez qui sont aussi porteurs de la maladie de la drépanocytose. Cherchez à vous connecter à eux et ne pas rester seul. Parce que quand moi, je partage mon expérience avec une personne, du coup, je peux aussi conseiller et la personne aussi peut aussi me conseiller. Mais quand je reste seule, du coup, je ne sais vraiment pas comment m'aider, quoi. So, c'est important de partager et de vivre sa vie normalement. Mais comme moi, est-ce que toi aussi tu penses que de nos jours, disons par exemple une émission Autosali, si les gens suivent cette émission et ils comprennent c'est quoi la drépanocytose et que les gens s'interdisent, je peux me dire comme ça, s'interdisent de sérieux, s'interdisent de se marier, sachant que ils sont AS et Bolingwele Kimakasi, on peut mettre fin à cette maladie. Comment je n'ai pas compris, s'interdisent de se marier? Il y a les gens qui sont... Moi, je suis AS. Je sais que la personne avec qui je vis est AS. Et du coup, bien sûr, ça va faire mal et tout et autres. Mais on se retient. Et puis, Tokabon Banzela, on peut mettre fin à cette maladie, non? Oui, je crois. Oui. Parce que maintenant, là, je sais que ce qui est en train de faire que cette maladie puisse se reproduire encore et encore pendant des générations, c'est parce que les gens ne sont pas informés. Okay. Du coup, quand les gens sont tellement informés, ils savent de quoi il s'agit, ils vont peut-être éviter de faire d'autres bêtises, quoi, d'autres erreurs. C'est-à-dire, tu sais que tu es AS et du coup, tu vas te mettre avec une personne AS. Ça n'a pas de sens. Je pense que la plupart des gens qui se retrouvent avec des enfants qui sont SS, je pense que c'est juste peut-être qu'ils n'étaient pas informés à temps. Ils se sont mis dans un mariage, peut-être c'est après qu'ils réalisent qu'ils étaient porteurs ou quelque chose comme ça. Mais je pense que oui, si les gens vraiment prennent conscience de ce qu'ils sont, oui, ça peut s'arrêter un jour. Par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai que ça peut s'arrêter. Il faudrait même que ça s'arrête. Alors, pour les gens qui nous ont suivis déjà du début jusqu'à la fin, je crois que cet entretien ici vous a touché et certainement que vous connaissez quelqu'un. Souvent, les gens n'aiment pas en parler, mais je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui est AS ou que je peux dire qui est SS, qui est en train de se lamenter sur son sort. Dites-lui qu'il y a... c'est beau de vivre, comme venait de dire maman Yasmine, il faut vivre la vie, il faut essayer de sortir, partager, parler avec quelqu'un qui va vous aider. Alors à vous qui êtes AS, vraiment, je vous en supplie, pour l'amour du ciel, quand c'est l'heure que vous puissiez trouver votre partenaire de vie, la première de choses,
Somtaya CPI n'a l'imio. Question numéro 1. L'électrophorèse, non, si la personne essaie de te dire, oh, moi je suis A positif, moi je suis A négatif. C'est faux parce que là, il parle de groupe sanguin et des facteurs Rhésus qui n'a rien à voir avec l'électrophorèse d'hémoglobine. Alors, rassure-toi que la personne puisse aller se faire examiner. Déjà, je vous signale, ici aux États-Unis, c'est vrai, les gens peuvent dire que c'est difficile pour aller se faire examiner. Si vous partez dans le fait de recherche en ligne, je crois, comme j'ai partagé tout à l'heure mon histoire, nous avons de LabCorp, de Quest Diagnostic. Vous pouvez aller dans le site web, vous cherchez where to get electrophoresis test. Ils vous donneront toute une liste des endroits où vous pouvez partir. Et croyez-moi, ça ne vous coûtera pas une fortune pour faire cet examen-là. Alors déjà, pour ceux-là qui sont en Afrique, au Congo, je crois bien aussi, il y a des endroits où vous pouvez partir pour vous dépister, pour savoir votre électrophorèse. Déjà, en passant, il y a des laboratoires aussi où vous pouvez aller vous faire examiner. Entre autres, il y a le groupe laboratoire mobile LAMO où vous pouvez aller vous faire examiner pour savoir votre électrophorèse. Et en passant, vous saurez aussi votre groupe sanguin. Comme vous aimez trop dire, moi je suis A positif, moi je suis A négatif, moi je suis 0 positif. C'est que vous aimez là, moi je suis 0. Vous pouvez voir les cours de biologie. Je vous dis, on a tout appris ça dans le cours de biologie. Exactement. Donc vous sauriez c'est quoi votre électrophorèse d'hémoglobine. Je vous aime beaucoup. J'ai vraiment aimé que nous puissions rester ici, parler de ces sujets. Mais je crois que nous allons revenir pour en parler. Et cette fois-ci, j'aimerais avoir un corps médical, un médecin avec nous et auprès de qui nous pourrions poser des questions vraiment très médicales et qui pourra peut-être nous expliquer par rapport à ton expérience aussi. Mais je crois que vous allez nous revenir très bientôt et nous allons encore parler de ces sujets. Alors, nous vous aimons beaucoup. Je crois que vous avez été bénis. Je crois que vous avez partagé. Je crois que vous avez envoyé le lien à quelqu'un qui va aussi suivre avec vous. Mais nous allons vous revenir très prochainement et nous parlerons encore de ces sujets. Mais cette fois-là, je vous rassure que nous allons faire un effort d'avoir un corps médical avec nous. Nous vous aimons et nous vous disons à très bientôt.